mois de septembre. Moi, j'ai rencontré le représentant Qatar pour discuter. À l'époque, pour des confirmations sur GSF là. Donc, nous avons marché rencontrer plusieurs pays, plusieurs partenaires au niveau international pour que nous soyons capables de discuter comment nous sommes capables d'aider nous pour nous joindre une confirmation force GSF là. Et tout parler avec 2-3 autres pays pour convaincre, faire plaidoyer pour que nous soyons capables de joindre une confirmation force. Dans ce sens-là, nous avons parlé avec eux pour nous dire qu'il y a besoin que Haïti ait gagné pour nous être capables de travailler ensemble, principalement sur la question de sécurité, sur la question humanitaire, mais aussi sur la question d'investissement. Nous connaissons, on est toujours fait plaidoyer pour dire que, à court terme, nous avons besoin d'aide dans mes pays amis, mais il n'est pas sur la bas long terme. Il faut que nous soyons capables de faire partenariat avec quelques pays pour que nous soyons capables de continuer à avancer. Donc, le moyen les Qatar dernièrement, c'était pour répondre à l'invitation qui a été planifiée. Nous connaissons que nous avons fait un contexte difficile. Côté, nous avons fait subir passage et ouragan Mélissa qui a fait dommage dans notre sud là, et particulièrement tout dans Antigua. Mais ce qui est important pour moi, c'est que nous avons besoin de ressources et qu'il y a un partenaire international qui a aidé nous à faire des ressources. Et je me rappelle que nous avons un domaine collégial. Ça veut dire que pendant que nous sommes là, et le président Leslie Voltaire a un mandat pour remplacer dans le conseil présidentiel là, pour que n'importe qui décision pour prendre, il est capable de diriger avec l'autre collègue et KPDL. Même genre avec le gouvernement. Tout est connu qu'il y a une responsabilité pour que vous soyez capable de continuer à joindre des ressources locales et organiser aide pour les victimes. Je ne suis pas obligé là, moi-même, pour que la décision soit reprenne, parce que le collégial, la capitale a toujours fonctionné avec ou sans présence dans le pays. Donc, je dis à Mkati que le monde de Qatar, qui ça nous a fait, nous-mêmes avec la délégation tout à l'heure. Nous avons rencontré le Premier ministre Qatar qui était là. Nous avons parlé sur la question de sécurité en Haïti, sur la crise humanitaire, avec une collaboration dans tout le domaine social qui est nécessaire pour nous. Ils ont confirmé que le premier bagage, c'est que nous allons contribuer dans la force GSF. Ça a confirmé, ce n'est pas côté à dire nous, il y a une idée faire, il dit il y a fait. Simplement, comme le dossier GSF là, document officiel de propos finalisé, il y a tant que tout document finalisé pour être capable de dire à qui hauteur il a contribué et dans quel domaine il va contribuer. L'autre question de dit tout, c'est que le travail beaucoup aux États-Unis pour être capable de plus de questions GSF. L'autre point qui était fait tout, c'était avec Qatar Fund for Development. Nous avons rencontré avec le directeur général là, il confirme qu'on donne 44 millions de dollars américains. Là-dedans, il y a 10 millions sur le Qatar directement. Côté, nous discutons sur le domaine de santé, construction d'infrastructures en cours, logement pour les policiers, caille pour les gens qui déplacent, et puis si pour des jeunes entrepreneurs. Je vais retourner sur la question caille avec le logement. Je dis à toi, nous n'avons pas de monde qui met vie en danger, qui fait un pile sacrifice dans la force de l'autre. Il faut que nous soyons capables de jouer une capacité pour nous avoir accès avec le logement qui descend et qui permet de vivre bien en dignité avec la famille. Les gens qui déplacent, ils ont besoin de travail pour retourner à la caillou. Aider leur pour aller de l'autre côté, il faut que nous aidions pour nous accompagner dans retourner pour vivre en dignité. Et comme on a toujours parlé d'investissement, il est important pour que les jeunes soient capables de faire l'opportunité pour faire business. C'est ça qui va permettre que soient capables de grandir, que soient capables de créer des jobs pour l'autre monde et que l'économie payante va marcher bien. L'autre rencontre qui est fait tout, c'est avec le président Kenya, William Ruto. Nous avons discuté de GSF là, nous faisons une petite discussion sur la question MSS là. Et le son que nous apprenons, qui fait que pas bien assez de ressources, pas bien toutes les ressources qui nous permettent pour que MSS ait le résultat que nous avons cherché. Nous discutons ensemble pour nous voir comment nous allons parler avec la communauté internationale là,
pour que nous soyons capables de jouer meilleurs outils, meilleurs financements et toutes les ressources nécessaires pour que GSF la réussisse. Il confirme que Kenya et Kenya qui l'a Kenya, force de l'ordre Kenya, il a continué à accompagner force de l'ordre haïtienne pour que la transition soit faite correctement et qui soit capable de jouer dans le GSF là pour rester en sécurité. Pendant la mission Sartou, nous avons rencontré le chargé d'affaires États-Unis dans Qatar. La raison de faire, c'est que les États-Unis sont très impliqués dans la question GSF là et ont un rapprochement stratégique qui fait dans les États-Unis avec Qatar. Qatar a déjà dit nous, et nous disons tout à l'heure, qu'au niveau Premier ministre, au niveau directeur général et Qatar Fund for Development, il a dit qu'il a engagé concrètement. Même Jean-Tou, chargé d'affaires, a continué à faire plaidoyer beaucoup de pays parlés qui étaient aux États-Unis, mais tout a continué de travailler avec le gouvernement Qatar pour voir comment ensemble nous sommes capables de faire plus de ressources pour nous, pour la question GSF là surtout, mais aussi pour l'autre domaine humanitaire. L'intervention du représentant du Royaume-Uni, Christelle Ward, c'est le Royaume-Uni nous connaît jouer un grand rôle dans les décisions pour que le GSF là soit capable de mettre en place. Nous avons rencontré le représentant du Royaume-Uni déjà, l'homme était en septembre pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Là, nous avons discuté de sécurité maritime, bataille contre le trafic d'armes, formation de la police et bataille contre la violence sous forme active. Tout point ça, c'est des bagages importants que le Royaume-Uni dit lui-même est capable d'accompagner nous dans le domaine ça. Finalement, nous avons visité Qatar Cultural Village, où nous avons parlé sur la coopération culturelle entre Haïti avec Qatar. Nous avons profité de visiter le point Zamitaï Haïti, qui c'est une belle graffiti artiste polygame fait. Pendant que nous avons une question de sécurité, pendant que nous avons une capacité pour question humanitaire, pendant que nous avons fait promotion, investissement, il faut nous garder le côté culturel là. Parce que le pays d'Haïti sont un pays riche dans la question culturelle et au même temps, ils ont plus d'expérience, ils sont capables de partager avec nous comment ils ont réussi dans cette affaire. Donc, ils sont d'accord pour que le travail soit continué, pour aider nous, pour que leur économie a grandi, que la question de la culture a continué à avancer. Nous avons fait notre rencontre pour mobiliser pour la sécurité capable dans le pays, pour organiser l'élection et pour une sous-route et stabilité. Tout pas que nous renouveler support pour Haïti. Je ne pas oublier, pendant que nous avons nous avons déjà contact pour des partis et là nous arrivons à Qatar, nous connaissons que tu as un match et sélection U17 à jouer avec le pays d'Égypte, premier match là. Et ça m'a dit nous, c'est que après le match là, nous avons rencontré le joueur, nous avons félicité pour le travail qu'on fait sur le terrain. Ça m'a dit comme joueur sur le terrain, pas refléter le score final là. Mais nous avons rencontré des jeunes garçons qui sont dynamiques, qui ont plus d'espoir pour être capables de porter drapeau à plus loin. Donc, nous devons féliciter pour ça. Après tout, nous ne pouvons pas le deuxième match parce qu'il faut nous tenter. Nous avons dit qu'il y a deux équipes qui étaient capables. Une équipe qui a fait plaidoyer sur la question GSF, sur la question politique, pour nous comment nous capables d'avancer, pour que nous capables d'aller vers l'élection. Il y a une deuxième équipe qui est souterrain, qui a roulé boule pour comment nous capables de résultat. Nous ne pouvons pas pour le deuxième match là, mais le score n'est pas favorable pour nous. Mais quand même, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, il y a des jeunes qui, avec moyens que nous gagnons, nous connaissons avec moyens, capacité, même chaque autre pays pour performer sur le terrain. Mais je pense que l'excellence c'est des héros, parce qu'avec les moyens que nous gagnons, ils ont quand même arrivé sur le terrain, ils jouent un bel match boule, et il faut nous encourager pour ça. En même temps, nous allons travailler avec le ministre des Finances, avec le Premier ministre, pour nous apprendre à cadrer encore plus. Parce que plus on joue l'encadrement, plus on est capable de jouer plus bien, plus on est capable de faire un résultat pour eux. En fait, il y a même le cas de résultat. Pour nous, on a regardé les résultats de perspective. On dit déjà, quand on a confirmé, nous avons 4 millions de dollars, 10 millions qui sont en Qatar directement avec le restaurant partenaire. Dans le jour qui va venir, nous engagés pour nous soumettre Qatar des trois projets, nous discuter déjà. Nous faisons un travail préparé et qui va permettre que nous capables de faire des résultats que nous avons cherchés. Ce n'est pas des promesses théoriques, c'est des promesses concrètes que nous voulons mettre sur la table. Pendant que nous sommes partis à tout, avant que nous arrivions à Qatar, nous avons fait une réunion avec le représentant, le président, le directeur général, avec un haut cadre
à Flexible. Côté nous avons discuté, nous-mêmes, nous avons le temps pour parler avec Jamaïque pour comment apporter un support sous l'ouragan Mélissa qui est passé Jamaïque. Même genre pour nous, on a exposé 2-3 chiffres que nous avons dans la direction de protection civile, côté nous discuter qui ça que nous avons besoin tout de suite, mais tout, qui ça pour nous mettre en place pour nous capables faire plus bonne prévention lorsque nous avons des catastrophes naturelles. Qui gens nous capables de répondre plus rapide à la population. Tout ça, c'est des débats que nous discutons ensemble. Nous étions bien contents, leur réunion finie. 2 jours après, ils ont confirmé pour 500 000 $ américains que à Haïti, notre cadre passage ouragan et Mélissa. Nous commençons par avec le Premier ministre hier, le montré de l'aéroport avec le président Voltaire, pour nous commencer à réfléchir 500 000 $ à qui côté nous allons utiliser dans la question de protection civile. Je dis à la, le final avec nous, nous allons rencontrer KPTA avec le Premier ministre pour que concrètement nous soyons capables de dire qui bord, n'a pas loué force pour que nous connaissions chaque année, il y a un ouragan, il y a un cyclone, et il y a une catastrophe naturelle à faire face. Il faut que la protection civile soit capable et ait toute capacité pour répondre à ça. Nous avons continué à travailler sans penser pour délivrer des résultats d'attendre sur sécurité, relance économique, avec élection libre, avec inclusif, dans des délais qui plus court possible. PM, c'est chef CSPN, a continué de travailler, déjà la police, avec l'armée, pour continuer à bailler toute capacité et encadrement pour que nous capable de travailler avec GSF. Dialogue, force politique a continué. Semaine, ça a pile parti politique que Capita va rencontrer. Nous continuons le dialogue pour connaître qui ça va passer après 7 février 2026. Nous ne pouvons pas quitter vite, il faut trouver une solution ensemble dans toute force vive nation pour que nous connaissions qui va continuer. Et pour finir, tout le monde dans le gouvernement, sans distinction, c'est pour pousser mon choix pour que vous continuez de travailler pour le peuple à résultat. Par exemple, le temps avant, le mandat capité a fini 7 février 2026. Alors, ma voie message ça à tout fonctionnaire de l'État, que dans la direction générale, que dans le ministère, c'est pour pousser mon choix pour bailler le peuple à résultat. Pas de discussion sur ça, sinon, pas de décision. En tout cas, je vais partager l'information avec nous. Et l'autre rencontre qui va faire pendant le reste du mois de novembre avec notre partenaire international, qui est capable en Haïti pendant le mois de décembre pour que nous puissions continuer à travailler pour nous comment on souffle pour le peuple. Merci encore. Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, et été invité pour prendre la parole dans le cadre d'une première table ronde que l'on a fait sur démocratie et violence électorale. Je suis pour me parler sur responsabilité acteurs qui gagnent pour intervenir dans le processus. Donc voilà. Donc effectivement, les élections en Haïti, c'est comme une situation de guerre. Donc toujours il y a une violence qui est faite sous plusieurs formes. Violence verbale, symbolique, violence psychologique, violence physique et il y a une cyberviolence qui est faite à travers, bien sûr, les réseaux sociaux. Donc, l'idée fondamentale pour que moi réponde à l'invitation au HDH, pour me parler sur ce sujet, ça, parce que je pense que le fait de sensibiliser, d'informer et de former, ça permet que lorsque il y a une élection, nous avons un processus qui est plus ou moins garanti démocratiquement. Donc, parce que moi-même, je parle tout en tant que monde qui était candidat et qui a une chance d'observer de près et ce qu'on appelle les violences électorales. Donc, alors que lorsque nous avons regardé ça qu'on a passé dans ces pays étrangers, nous voyons l'élection pas faite, gens peut-être nous fait en Haïti. Donc, c'est pourquoi on a jugé fondamental pour que nous parlions de différentes formes de violence qui contiennent dans la période électorale et pour nous garder responsabilité acteurs dans le processus là. Donc, par exemple, nous pensons qu'il faut prioriser la formation des acteurs. Donc, formation que ce soit les gens qui candidats besoin d'information, les gens qui électeurs besoin d'information, les gens qui dans le processus comme mandataires, etc., dans tout niveau, la police et l'armée besoin d'information. Par exemple, si on prend la police a une formation de base pour sécuriser vie avec bien.
Mais quand on prend un policier mandé pour sécuriser un centre de vote, un bureau de vote, il a besoin de l'autre formation qui est pour avec décret électoral en vigueur là. Parce que sinon, ce policier peut se laisser manipuler parce qu'il pas contre qui il doit agir, qu'il n'a pas doit agir. C'est pareil pour les forces armées d'Haïti, qui parlent gagner pour intervenir, qui parlent gagner pour le processus à nos niveaux qui quand même. Donc c'est-à-dire que c'est fondamental pour que nous fassions formation pour tout acteur et pour nous capables de gagner un processus électoral qui est plus ou moins garanti démocratiquement. Voilà. Et nous sommes d'accord qu'il faut des préalables, il faut gagner mise en place pour la question de sécurité, il faut le dire, mais nous d'accord en même temps, nous pas arrêter et sans élection. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas de ma responsabilité pour que moi fixer qu'il a bien élection ou non, mais comme citoyen, comme monde qui est engagé dans la société et qui a fait défense et promotion de droits monde, et moi pense que faut que nous au final aller aux élections. Donc et quelle soit l'élection, il faut nous d'accord que l'élection pas qu'à faire janté qu'on fait déjà. Faut que nous gagner faut prendre toutes mesures pour réduire les différentes formes de violence qui contiennent dans le processus électoral là. Donc c'est-à-dire que nous d'accord que faut dans l'élection, dans quel que soit l'heure nous réunir conditions pour ça, faut que l'élection qui fait. Donc je pense que c'est ça qu'on fait là, ça OIDH fait là, c'est pas la formation. Donc il faut que nous informer les gens parce que les gens qui fait ça, ils ne sont pas conscients que ça l'a fait à son mal que l'a fait. Si on prend les femmes par exemple qui ont toujours peur d'aller dans l'élection, c'est parce que par rapport à ça, il y a stigmatisé, il y a intimidé. Je songe que c'est toujours difficile, soit former un cartel pour la mairie, pour une femme d'accord entrer dans le cartel là. Il pareil pour un cartel Kazek, c'est parce que il y a une forme de discours qui est contre la femme en Haïti, qui fait femme toujours peur dans le processus électoral. Donc ça qu'on a fait là, c'est formation, sensibilisation. On a fini par réduire et quantité et violence, que ce soit violence verbale ou psychologique, violence physique, on a fini par réduire quantité de violence qui vient dans le processus électoral là. Ça, c'est une proposition citoyenne, côté que nous te dit que le fait qu'il y a cette pratique, à savoir candidat qui en face là, vous écraser l'élection à côté le penser l'autre candidat plus fort, nous t'ai proposé pour dire que pour qui ça, le conseil il pas dit dans le décret électoral là que pas avant que me pas financer une élection en fait dans toute zone dans chaque coin, me pas résultat pour telle zone. De ça qui arrive que côté élection était bon, me garder résultat ça et m'a donné pour faire le côté le écraser. Je pense que comme citoyen ça est capable empêcher que un candidat pas d'intérêt dans une zone va écraser. Donc je pense que tout nous-mêmes nous capables toujours proposer comme citoyens, mais c'est le conseil comme organe étatique qui vient pour fixer règles jeunes là. Donc nous-mêmes nous là, c'était pour juste formation d'invité. Nous faisons formation et cette formation l'organisation ça fait à travers le pays, la fait sensibilisation dès que invité nous avons toujours là nous-mêmes pour que nous traiter sujet ça sur violence électorale et démocratie et fixer responsabilité acteurs pour garantir un processus démocratique. Dans le processus électoral, qui sont situations et Maître Journal Sistanis a parlé de la violence électorale. Et nous sentons dans la violence électorale, Maître a parlé et premier monde qui fait violence électorale là, il était l'État haïtien. Pour la simple et bonne raison, dans l'article, d'après la Constitution, le droit de vote sont droit impératif et conditionnel pour les citoyens, qu'on soit en Haïti ou à l'extérieur du pays. Le fait que une portion monde qui ont mis dehors ou pas mettez des outils, des mécanismes nécessaires pour moun sa voter, c'est déjà, ça commence la violence électorale. Ça veut dire, moun sa yo pas là-dedans. Donc, et les nous considérer nombre important haïtiens qui parlent en Haïti, nous sommes capables de parler effectivement, et moi tout à fait d'accord avec maintenant, elle a parlé de la violence électorale. Parce que la violence électorale là, il n'est pas seulement physique, il y a un ensemble il prend plusieurs couleurs. Et nous avons terminé parce que nous avons parlé de ça, le processus démocratique. Et dans le processus démocratique, il y a ce qu'on appelle l'exclusion à éviter
dans tout niveau. Haïtiens qui sont en République dominicaine, qui prennent nous là, Haïtiens qui en France, Haïtiens qui aux États-Unis, Haïtiens qui tout partout. Quelles sont la responsabilité de l'État haïtien pour lui garantir le droit de vote de ses concitoyens où ils se trouvent? À Tiburon, Wanamet, ailleurs, qui ça l'État haïtien fait? Dans l'article 18 de la Constitution de 1987, il parlait de citoyens haïtiens d'origine et citoyens haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau. Nous connaissons bagay ça arrêté en débat à ciel ouvert toute journée. Et c'est l'immense hypocrisie de la société haïtienne en son ensemble qui dit « je t'aime moi non plus ». Ça veut dire le changement que nous voulons maintenant, c'est un changement de conscience collective pour nous dire que nous pas qu'à bailler tête nous mentir tout le temps. Il faut que nous sortions dans le mensonge ça et pour nous embrasser, pour nous dire que faut que nous garder tableau, faut que nous dire qui ça n'a fait là avec pays de Salina, qui ça n'a fait là avec bagaille qui ont été fait pour nous. Ou ensemble de nous connaît bien et nous avons regardé depuis le 19e siècle, depuis le 20e siècle, un ensemble de pays dans le monde, dont les Africains et les pays africains, qui ont une forte population qui vivent à l'extérieur de territoire. Donc, ils ont organisé, ils ont dit, c'est Africain, côté, il faut que eux-mêmes soient capables de voter dans l'élection. Nous-mêmes, qui soi-disant dit, bon, je ne vais pas dire soi-disant, vous m'excusez, nous-mêmes qui sommes indépendants, nous prenons indépendance, nous devons, c'est lumière de la liberté. Nous devons avant-garde de la liberté. Donc, du coup, ce n'est pas l'autre monde qui peut dire nous que mettez X ou Y dehors et puis, that's it. C'est nous-mêmes qui devons faire de la liberté pour nous dire que ça, nous ne pas faire encore dans le 21e siècle. Là. Donc, maintenant, je ne vais pas rentrer. Nous avons pour nous faire nous pour intervenir avec c'est pour ça nous là je dis nous pas rentrer dans les détails pour nous dire tout bagaille parce que nous connaissons pile bagaille pour nous dire sur ça qui est-ce qui est haïtien qui est-ce qui pas haïtien ça c'est un débat mais imaginons ou même qui devant là nous-mêmes qui devant là et 2 mois plus tard ou bien 1 an plus tard vous vous trouvez à l'extérieur du pays pour des raisons diverses et puis maintenant et ou pas de droit pour voter de manière automatique parce que l'État n'a pas mis des moyens, dispositifs adéquats pour faire ça. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Est-ce que c'est la démocratie? Non. Et c'est pour ça, lorsque M. Jean Sissanis a parlé de violence électorale, il parlait ensemble de violence, et moi-même, moi dit, l'État, c'est le premier monde qui fait violence là parce que l'autre dit ensemble de monde pas là-dedans et puis l'autre là-dedans donc du coup on crée des citoyens et l'autre exemple que me voulais pas nous pour nous capables venir et dans réalité bagaille nous connaissons dans toute histoire processus électoral haïtien nous pas jamais gagné c'est que soit ici nous avons un processus côté plus de 51% de monde qui ont voté et depuis dans l'histoire pays nous des fois, on dit non, c'est 15%, des fois, on dit non, c'est 17%, des fois, on dit non, 19%. Donc, dès le début, ça pose un problème fondamental qui c'est légitimité élection même. Quand on a une portion des Haïtiens électoraux de plus de 6 millions, voire 7 millions, et puis on a gagné un monde qui passait avec moins d'1 million de voix. Donc, du coup, on peut comprendre que ça va générer tension plus tard. Parce que il y a un ensemble de monde qui pas de 10 ans là-dedans. Et moun sa yo, est-ce que tu as un effort qui t'est fait pour moun sa yo te participer dans l'élection? Non. Donc, c'est tout bagay sa yo, là on a parlé de violence électorale et processus démocratique. Il faut que nous mettions la même angle pour nous. Est-ce que a bien pas commencé par moucher l'État même qui t'a dû conformer, joindre des dispositifs et surtout moi en tant que Haïtiens vivant à l'étranger, ils ont toujours dit c'est la diaspora. Nous comprenons que sensibilité à acteurs dans la diaspora qui tout partout, ils ont même fabrique parce que Haïtiens tout partout ont un dénominateur commun qui c'est l'amour
pour Haïti. Yo t'a remis que changement vini enfin. Et maintenant, pour changement vini, tout le monde connaît que processus élection, comment pour remplacer le personnel politique dans notre pays, c'est un bagage qui capital. Et c'est ça que fait, nous, non processus interminable de transition qui par jamais fini. Donc, nous connaissons que nous sommes préoccupés par cette situation. Lorsque je dis nous, je parle des acteurs de la diaspora. Je parle de la diaspora. Et, pas besoin de dire non, nous connaissons très bien, on a parlé de diaspora, c'est plus de 5 millions de Haïtiens qui quittent le pays, de petits Haïtiens qui vivent le bord de l'eau, de monde Haïtiens qui parlent en Haïti. Donc, quitte en Haïti, quitte à l'extérieur, nous sommes des Haïtiens. Et pour qui ça, moun sa yo, yo pas gen droit de vote. Et pour aller plus loin, moun sa yo pas gagné yo demandé pour yo faire ou pas faire. Et pour m'aller un petit peu plus loin encore dans violence et naturelle qui existait dans le processus là, et c'est là notre plaidoirie sur le terrain pour dire que on nous suspend hypocrisie ça parce que le pape mène nous nulle part. Nous voyons que comment nous tuer Dessalines et puis 40 ans plus tard, il n'y a pas même qu'à nommer non, c'est encore l'hypocrisie, alors que c'est lui-même qui fait nation ça. Donc du coup, changement que nous besoin, son changement qui dit faut que nous fassions un dépassement de soi entre nous-mêmes pour nous dire qui paye nous voulons demain si Dieu veut. Est-ce que nous besoin d'un pays côté c'est 300 000 personnes qui élus en président? Est-ce que nous besoin d'un pays de ces 500 000 personnes qui élus en président? Donc, qui mode de pays nous besoin? Et puis, pour nous dire, c'est 11% de monde qui ont voté dans l'élection. Qui légitimité et qui pourra générer l'autre tension encore plus tard. Et c'est tout bagaille ça pour nous garder de près, pour nous dire, tableau pas bon pour le manac. Faut que nous voyons l'autre image à l'autre pays tout. Surtout, moi dis nous que tout pays africain yo qui ont passé longtemps question de ça. Question pour dire haïtien diaspora côté une forte population extérieure du pays yo comprendre question et puis yo organiser pour yo capable et faire moun sa capable voter côté yo. Donc du coup, mais qui ça n'a demandé dans le processus électoral là pour nous capable dire l'état haïtien que Charmet a parlé de violence électorale là que tout à fait avec vous Charmet, mais mon chez l'état c'est premier monde qui fait violence ça parce que les ou pas mettre moyen pour me voter alors que m'envie voter, nous envie voter et puis qu'on y a ou dit que sous besoin voter on prend avion on vient en Haïti. Quelle absurdité. Attente nous c'est d'abord pour nous mode élection qui te qu'on fait et puis pour gagner 17%, 18%, 19% pour nous pas gagner encore. Pour nous gagner 40, 50, 60% de électeurs qui votaient. Donc c'est attendons ça. Bon bagay mettre là te dit que moi m'a prédit même bagay avec lui et je suis tout à fait d'accord avec lui. Quelles que ce soit les élections faites, c'est pas qu'on y a pour me dire est-ce que c'est possible ou pas, mais n'importe les élections faites, faut nous connaissons que nous pas arrêter nos transitions interminables qui n'en finit pas. Faut que nous finissons par dire n'a organiser l'élection là nous et c'est pas nous-mêmes qui bral dire qu'il est la fête, mais nous connaissons après 8 ans ou 9 ans pas gain comment nous remplacer personnel politique nous. Ça c'est un bagage faut que nous poser tête nos questions ça yo. Donc si effectivement gain des préalables pour nous et capable organiser des élections, c'est tout à fait normal pour nous faire. Donc du coup diaspora, moun qui vivent, haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, c'est moun qui attendent comment yo capable impliquer yo pour yo capable ouais comment yo capable participer dans ça le changement pays yo. La lutte pour la libération des femmes et la reconnaissance de leurs droits est marquée par des moments tantôt d'amertume, tantôt glorieux. Le combat pour le droit des femmes est un mouvement historique qui remonte au XVIIIe siècle et s'est intensifié
au 19e et au 20e siècle. Avec le concours des instances internationales, dont l'Organisation des Nations Unies, on a enregistré des avancées majeures jusqu'à l'obtention des droits de vote, de la reconnaissance de l'égalité civile et l'accès à l'éducation et l'emploi, pour ne citer que cela. En Haïti, cette lutte a démarré avec la grande marche féminine dans la ville du Cap-Haïtien en 1865. Par la suite, le mouvement s'est recoquillé pour reparaître en 1934 par la création de la Ligue d'action sociale pour le droit de vote et l'éducation. Dès lors, des progressions significatives ont été réalisées. Et je note, en 1944, les femmes haïtiennes ont obtenu le droit de se présenter aux élections législatives et municipales, mais sans pouvoir de vote. En 1950, le droit de vote leur a été reconnu et une loi sur la paternité responsable a été adoptée. Mais ce droit de vote était partiel, puisqu'elles ne pouvaient pas voter aux élections présidentielles. Il fallait attendre 7 ans, soit en 1957, pour que les femmes haïtiennes aient obtenu l'expansion du droit de vote à toutes les élections. En 1986, Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, a vu le jour. Le 3 avril de cette année, elle a organisé une grande marche, ce qui allait consacrer cette date comme journée nationale du mouvement des femmes. En 1994, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes a été créé. Ce ministère symbolise sans embâche la résistance, la résilience, la persévérance et le credo d'un idéal qui est devenu une réalité. Pendant de nombreuses années, les femmes haïtiennes ont mené ardument le combat pour la reconnaissance des droits naturels qui leur avaient été rares. Avec détermination, elles ont lutté pour porter la société et les autorités à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité tangible. Aujourd'hui, nous célébrons les 31 ans d'existence du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Sa mission consiste à être le canal par excellence de l'expression et des revendications des femmes haïtiennes. 31 ans depuis cette institution, 31 ans depuis que cette institution milite dans l'encadrement et l'accompagnement des femmes en Haïti. Ce trentenaire porte bien le flambeau du succès obtenu par la conviction que le progrès d'une société passe inévitablement par la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la pleine participation de celles-ci à la vie sociale, économique et politique. Du haut de cette tribune, je rends un vibrant hommage à toutes les femmes haïtiennes, en particulier les pionnières qui avaient l'intrépidité de braver les dangers pour nous léguer cet héritage sublime. Je salue également le courage et la capacité de la ministre à la Condition féminine, Madame Pédrica Saint-Jean, puisqu'à tous les conseils des ministres, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de parité au Conseil des ministres. Pédrica, ton courage demande un applaudissement. Son engagement constant dans le combat quotidien pour la dignité et la protection du genre féminin est incomparable. Madame la ministre, je vous exhorte davantage à mettre sur pied et développer une
politique publique sectorielle visant l'amélioration des conditions de vie des femmes haïtiennes en mettant l'accent sur les jeunes femmes. Cette politique publique sectorielle doit être axée en gros sur le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de l'autonomie économique des femmes par le biais des initiatives de formation et de microcrédit. Je suis heureux que le ministre du Commerce soit là, puisqu'il a des programmes de ce genre et que vos deux ministères peuvent travailler ensemble. Troisièmement, une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision. Dans l'élection libérale, mesdames conseillères électorales, qu'a dit nous ça, m'a fait plaidoyer pour que mesdames aient place. Nous avons besoin de plus de filles dans la vie nationale. Mesdames, à l'élection, à l'élection. Moi-même, je vais nous dire ça, parce que là, nous avons un petit devoir qui fait déjà passer. Nous disons merci. Dans le budget qui fait là, c'est la première fois que l'État haïtien mettait comme soutien au processus électoral. Pas comme qui va faire élection, pas comme qui va faire formation, comme pour candidat 3 milliards de cours. Et quatrièmement, comme nous sensibiliser les jeunes, quatrièmement, la sensibilisation de nos jeunes à une culture d'égalité et de respect mutuel. Il reste encore vrai dans la lutte pour la libération définitive des femmes haïtiennes. Le chemin à parcourir reste long. C'est pourquoi le gouvernement que je dirige réitère son engagement à se doter des politiques publiques en faveur des droits des femmes, à garantir leur sécurité et à créer des conditions à leur autonomie durable. La construction d'Haïti prospère que nous voulons tous et toutes aura seulement lieu quand nous aurons des conditions maximales de l'égalité entre les hommes et les femmes, dans la justice sociale, économique, pour tous et pour toutes, sans exclusion basée sur le genre. Mesdames, venez là. Moi avec nous, je continue dans les voies. Moi engagé pour me faire tout ça possible, tout ça qui est capacité pour me répondre à la revendication. Et comme pas de temps. Vive la femme haïtienne, vive le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Vive l'égalité entre les femmes et les hommes d'Haïti. Vive l'inclusion sociale, économique et politique des femmes. Merci tout le monde. Aujourd'hui, je ne célèbre pas une institution. Je célèbre une vision.
Une vision portée par des générations de femmes haïtiennes qui ont refusé l'invisibilité, défié l'exclusion et exigé que l'État reconnaisse leur pleine citoyenneté. Le 31e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est l'expression vivante de cette conquête collective, celle d'un pays qui affirme avec force que les droits des femmes soient le socle de sa démocratie, la condition de son progrès et la promesse de son avenir. Je saisis cette occasion pour exprimer du plus profond de mon cœur ma gratitude au conseiller président Louis-Gérald Gilles qui a porté ma nomination à la tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Ce choix, approuvé à l'unanimité par le Conseil présidentiel de transition, témoigne d'une compréhension claire de l'urgence du moment. Placée à la tête de cette noble institution, une féministe de terrain qui a consacré plus de la moitié de sa vie à défendre les intérêts stratégiques des femmes et des filles d'Haïti. Je remercie donc chaleureusement l'ensemble du Conseil présidentiel, spécialement le président Leblanc qui nous gratifie de sa présence, qui dans toute son entièreté a reconnu la nécessité d'un leadership engagé, porteur de résultats et résolument tourné vers la transformation sociale. Aujourd'hui, j'ai une obligation de résultat, une obligation envers les femmes et les filles de ce pays, envers celles qui attendent que l'égalité ne soit plus un discours, mais une réalité vécue. Et je m'y engage avec détermination, humilité et sens du devoir. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance au Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, qui m'accompagne avec constance et bienveillance depuis le jour de mon investiture à la tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. À l'occasion de ce 31e anniversaire, je formule le vœu que, dans un geste fort de reconnaissance et d'engagement envers la cause des droits des femmes, Monsieur le Premier ministre veuille bien porter au Conseil de présidentiel de transition pour des suites nécessaires, bien entendu, en Conseil des ministres, le projet de décret visant celui du 22 décembre 2005 portant révision et fonctionnement du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, désigné sous le sigle MCFDF, et pour dire déjà merci au Premier ministre, on l'applaudit. Cette démarche hautement symbolique traduirait la volonté du gouvernement de doter le ministère d'un cadre institutionnel renouvelé à la hauteur des défis contemporains et en matière d'égalité de genre et conforme aux engagements constitutionnels et internationaux de notre pays. Merci à tous mes collègues du gouvernement qui soutiennent le ministère dans l'exercice de son rôle transversal et qui contribuent chacune à sa manière à faire avancer la cause des femmes et des filles dans notre pays. Mesdames, Messieurs, en célébrant cette 31e anniversaire, cette 31 années d'existence, nous rendons un vibrant hommage aux femmes haïtiennes d'hier et d'aujourd'hui, celles qui ont semé les graines du changement et celles qui, chaque jour, bâtissent avec courage une Haïti plus juste, plus équitable, plus humaine.
humaines. En un mot, je salue le courage des organisations féministes et féminines qui ont contribué à la création du ministère à travers, ça mérite un applaudissement vraiment, à travers leur plaidoyer incessant. Et pour citer, je salue la présence de Sofa en la personne de Marie-France Joachim qui est là. Leur lutte quotidienne pour l'émergence d'une société égalitaire qui répond aux aspirations des deux sexes. Je peux dire que la contribution des organisations féministes et féminines est d'une grande importance pour le MCFDF dans le cadre de la mise en œuvre de la politique égalité femmes-hommes 2014-2034 et le plan national 2017-2027 de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'engagement tenace des femmes haïtiennes sur le terrain et de mouvements dynamiques de défense des droits des femmes aide le ministère à atterrir les politiques publiques liées à la promotion et la défense des droits des femmes. En ce sens, je réitère la volonté du gouvernement à travers le MCFDF à soutenir ces agents de changement dans leur combat pour l'amélioration de la condition féminine en Haïti. Je renouvelle l'engagement du MCFDF à établir des mécanismes de communication entre les différentes structures féministes et féminines en vue d'arriver à une large concertation pour une grande synergie dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le cadre de la gouvernance locale. Développer des stratégies de mise en œuvre, des projets sur les questions de participation, d'implication des jeunes dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes, de participation des femmes et d'inclusion des minorités. Mesdames, Messieurs, la célébration du 31e anniversaire du MCFDF est pour moi une occasion privilégiée d'exprimer ma profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers qui, depuis des années, accompagnent le ministère dans ses stratégies visant à mettre en lumière l'urgence de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie nationale. Chers partenaires, au nom du gouvernement, je vous dis merci. Merci pour votre engagement, votre appui et votre présence à nos côtés. Le MCFDF ne peut plus être maintenu et n'en plus finir sans sous-fiducie. Cela lui met dans une posture d'assistanat et ce qui ne fait pas son honneur comme institution majeure de 31 ans. Le MCFDF doit être traité à sa juste valeur comme un acteur stratégique de développement et de la démocratie en Haïti. Nous continuons de croire en votre coopération, chers partenaires, notamment dans le cadre d'un vaste projet d'éducation des jeunes aux droits des femmes et à la masculinité positive, ainsi que le renforcement de la participation politique des femmes aux prochaines joutes électorales. Le MCFDF compte sur vous, Haïti compte sur vous et les femmes haïtiennes attendent des résultats concrets. Depuis sa création, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'est imposé comme une institution pionnière, animée par une mission fondamentale, celle de porter la voix des femmes, défendre leurs droits et promouvoir une égalité réelle et durable dans toutes les sphères de la société à travers la formulation et l'application des politiques publiques sensibles aux genres. 31 ans d'engagement pour l'émancipation des femmes haïtiennes avec la collaboration d'une équipe engagée et déterminée. Permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements
aux cadres et à tout le personnel du MCFDF que je vous demande d'applaudir. Grâce à votre engagement quotidien, votre rigueur et votre sens du service public, notre ministère a su maintenir le cap, même dans les moments les plus difficiles. Vous êtes les artisans silencieux, mais essentiels de nos avancées. Et c'est à travers votre travail que notre mission prend vie sur le terrain. Votre dévouement mérite non seulement notre reconnaissance, mais aussi notre admiration. Et je vous demande d'applaudir les directrices départementales qui se sont déplacées. Mes directrices départementales, ça vient dans bateau, ça vient dans hélicoptère, mais qui te tient à ce 31 ans, ça, c'est Fayo, Copiola. Merci mesdames pour votre présence. Vous représentez le MCFDF à travers le pays, ce qui veut dire les 31 ans sont célébrés d'une manière nationale parce que toutes les directrices départementales sont représentées. Merci mesdames. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du 31e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes d'Haïti. Cet événement marque une étape majeure dans la lutte pour l'égalité et la dignité des femmes et des filles haïtiennes. Depuis sa création, le ministère a ouvert la voie à de nombreux progrès. Vous venez d'écouter la directrice générale de son ministère. Des lois ont été votées, des programmes mis en place, des voix féminines ont été entendues. Nous avons donc le droit de célébrer. Il faut bien célébrer ces succès. Cependant, il reste beaucoup à faire. Le ministère doit rester vigilant et doit veiller aux inégalités qui persistent et freinent l'accès des femmes et des filles à l'égalité réelle. Il doit veiller à l'insécurité qui menace quotidiennement les droits et libertés du mouvement des femmes et des filles en Haïti. Il doit veiller à certaines conséquences du patriarcat qui demeure profondément ancré dans la société haïtienne. Il veille à la pauvreté qui limite l'accès aux services essentiels comme l'éducation de nos filles haïtiennes, la santé, la justice, et j'en passe. Le ministère doit veiller aux violences faites aux femmes et filles qui restent fréquentes et souvent impunies. Il doit veiller au niveau très bas de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision qui ralentissent le changement positif dans ce pays. Il doit s'occuper de l'accès limité aux ressources économiques et à l'emploi qui freinent l'autonomie des femmes. Il veillera
aux catastrophes naturelles qui aggravent la vulnérabilité des femmes et des filles. Le ministère doit veiller à la stigmatisation sociale et des discriminations qui freinent la participation pleine à la vie publique. La liste est longue. Je voudrais, en ce jour, me joindre à Madame Frédérica Saint-Jean, en tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, pour célébrer cette institution ainsi que la force indomptable des femmes haïtiennes qui, chaque jour, font face avec courage à d'innombrables défis. Rendons leur hommage, car ce sont elles qui assurent la survie de leur famille malgré la pauvreté et les catastrophes qui les rendent. Ce sont elles qui luttent sans relâche contre les violences et l'injustice. Les Haïtiennes s'engagent pour le progrès et l'avenir d'Haïti, parfois au prix de leur sécurité et de leur vie. Elles font preuve d'une solidarité exemplaire, inspirant l'espoir et le changement autour d'elles. Je tiens à féliciter la ministre Frédérica Saint-Jean qui, avec le soutien de tout le gouvernement, des organisations de femmes et des partenaires au développement, œuvrent sans relâche pour innover, promouvoir l'égalité des chances dans ce pays. Le respect du quota de représentation des femmes dans les instances décisionnelles, c'est le minimum. On aurait voulu la parité qui représente en réalité le respect des hommes et des femmes de ce pays. L'élaboration d'un plan d'action national sur les femmes, paix et sécurité, la dotation d'Haïti d'un profil genre, les projets des maisons des femmes et l'autonomisation économique des femmes figurent parmi les priorités qui répondent aux réels besoins des femmes en Haïti et que vous êtes toutes et tous sollicités à soutenir directement ou indirectement. Avant de terminer mon propos, je voudrais m'adresser à mes sœurs en ces termes. Poursuivez votre engagement. Restez solidaires pour bâtir un avenir meilleur. Refusez la fatalité. Dénoncez les violences et investissez dans l'éducation. Affirmez vos droits et construisez ensemble une société inclusive, car seul, on ne peut pas s'épanouir pleinement. À toutes les femmes en âge de voter, je vous encourage vivement à prendre toute votre place lors des prochaines élections. N'ayez pas peur de vous engager. Refusez toute forme d'intimidation et exercez pleinement vos droits civiques. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir et défendre ensemble la démocratie et la justice. Et quand je dis nous, il s'agit de tous ces hommes et femmes qui prônent la justice sociale et la démocratie. J'en vois à la première rangée dans cette salle. Enfin, osez forcer les portes de la coopération régionale et internationale
Votre force vient aussi de l'union avec vos sœurs d'ailleurs, car seuls, on ne peut pas s'épanouir pleinement. Les femmes des Caraïbes vous ont tendu la main. Celles de l'Amérique latine n'attendent que vos bonnes idées pour vous soutenir. Les Africaines, elles, vous attendent à bras ouverts, je vous y conduirai. Nous sommes là pour faciliter ces échanges. Avant de clore mon propos, je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible de l'UQAM et de tout le système des Nations Unies ici représenté ou pas. Vous êtes des nôtres. On a des entités qui s'occupent beaucoup de vous. Je ne voudrais pas les citer parce qu'elles sont nombreuses. Et nous sommes là, soutenus et en collaboration avec toutes les missions en Haïti ou ailleurs, résidentes et non résidentes, qui œuvrent chaque jour pour accompagner et promouvoir l'épanouissement des femmes et des filles. Leur engagement continu, leur présence sur le terrain et leur détermination à faire avancer les droits des femmes constituent une force essentielle pour bâtir une société plus équitable et inclusive. Ensemble, nous sommes résolus à soutenir chaque initiative visant à permettre aux femmes de s'épanouir pleinement. Notre solidarité est entière, notre engagement reste sans faille. Demander